écouter la conférence qui est interactive, mais vous pouvez aussi jouer en live. Et donc pour ça, il suffit juste de vous mettre sur l'application Kahoot et de rentrer le numéro qu'il y a là. Et vous allez avoir une quinzaine de questions sur l'océan de manière générale. Et le but, ça va être de tester vos connaissances avec le numéro 590 39 08. Il n'y a pas besoin c'est gratuit, pas besoin de rentrer d'email ou de compte. Donc n'hésitez pas à jouer, c'est toujours plus sympa. Mais si vous n'avez pas envie de télécharger l'application, vous pouvez aussi suivre la conférence et jouer dans votre tête. Et du coup, après, vous cliquez sur le code PIN, vous rentrez le numéro et vous rentrez votre pseudo. Et du coup, on va jouer pendant 1 heure. Vous allez voir pour vous donner une vision systémique des enjeux de préservation de l'océan via la fresque Océane que je vais vous expliquer juste après. Ok, je vois plusieurs participants qui commencent à se connecter. Et si à un moment vous êtes déconnecté en cours de route, sur tous les slides, vous avez en bas à droite le numéro. Donc vous pourrez toujours revenir et le re-rentrer et reprendre le jeu au fur et à mesure. Super. Alors, je vous propose de démarrer. Et puis, si les personnes qui arrivent, elles se reconnecteront après. Alors, donc... Aujourd'hui, vous allez jouer un format court de la fresque Océane. Donc, la fresque Océane, l'objectif, nous sommes une association, c'est de proposer un jeu qui permet de sensibiliser de manière systémique aux enjeux de la préservation de l'océan. Le but, c'est de mieux le comprendre, de se reconnecter et de donner des pistes pour agir, pour le préserver. Donc, la fresque Océane est inspirée de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent déjà la fresque du climat, donc qui est un jeu ludique dont l'objectif est de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'océan. Donc, en fait, la fresque Océane est inspirée de la fresque du climat pour justement donner cette vision globale. Donc, c'est un atelier qui est systémique, ludique, collaboratif. On joue par petits groupes avec un jeu de cartes que je vais vous expliquer. Et c'est bien sûr basé sur des faits scientifiques et des données scientifiques, dont l'IFREMER, le GIEC, l'IPBES, l'ADEME, etc. Donc, le jeu complet, c'est 100 cartes. On a 6 sous-thématiques et une vue systémique. Il y a plusieurs formats. Donc, le format standard, qui est un grand jeu de cartes qui dure 3 heures, qu'on peut réduire si besoin. La même chose en ligne, Covid oblige. La masterclass qui dure 1 heure et un format stand, comme vous pouvez voir au fond là-bas. Donc aujourd'hui, on est sur la masterclass. Donc là, c'est vraiment un format court que je vais vous proposer. Vous n'allez pas jouer avec des cartes, c'est vraiment un format conférence. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez nous rejoindre en cours de route sur Kahoot, n'hésitez pas. Donc vous téléchargez l'application Kahoot et donc vous rentrez le numéro 590 39 08, donc qui est en bas des slides, pour pouvoir jouer en live. Ok, et super. Ouais, je vous vois déjà. Et du coup, c'est parti. Donc, en gros, le format qu'il y a là, il s'adresse à tous. Aussi bien aux entreprises, aux citoyens, aux collectivités, aux écoles. Après, on l'adapte quand il faut. Ça peut être vous pouvez être intéressé pour le faire pour vos collaborateurs ou dans votre école. Et vous pouvez être aussi intéressé par l'utiliser dans des consultations citoyennes ou, par exemple, pour vos clients, vos partenaires, etc. Donc là, je vais vous donner un aperçu de ce que ça peut donner. Du coup, je vais demander, pour être sûr que tout le monde est bien sur Kahoot et que tout fonctionne, de décrire ce que c'est que l'océan pour vous en un mot. Donc, le champ est libre. Et vous allez voir apparaître sur votre téléphone, du coup, la question. Et vous allez pouvoir répondre en live sur ce que c'est que l'océan pour vous en un mot. C'est juste une mise en bouche rapide. Donc, je vous laisse. Il y a 30 secondes à chaque fois, vous allez voir, ça va assez vite. Donc là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Juste vous rentrez, ça nous donne un petit ordre d'idée. Et je partagerai avec vous les différentes réponses. Vous allez voir, ça va assez vite, 30 secondes. Il reste 10 secondes. Alors, aujourd'hui, dans le panel de participants, nous avons... je vais vous donner les résultats. Alors, l'océan pour vous, c'est vie et activité, vie marine, milieu marin, eau, passion, oxygène. Alors en fait, l'océan, quand on regarde un peu les apports, les liens qu'on a avec l'océan, ils sont divers et variés. Ça va des ressources alimentaires, aux ressources en oxygène, au cycle de l'eau, aux énergies, aux matières premières. C'est un excellent régulateur du climat, et même plus qu'excellent, c'est le meilleur.
C'est un espace de navigation, c'est source de culture, de bien-être, de ressources médicales également, et de lieux de vie. Tout ça, c'est bien sûr en lien avec quelque chose que vous connaissez tous, qui sont les objectifs de développement durable. Donc on parle souvent, quand on parle d'océan, de l'objectif numéro 14, vie aquatique, mais en fait c'est en lien avec bien d'autres objectifs, comme par exemple fin zéro, régulation du climat, eau propre et assainissement, etc. Quand on parle de l'océan, c'est intégré dans différentes démarches, comme celle de l'UNESCO avec la décennie pour les sciences océaniques, les rapports du GIEC ou les différentes initiatives citoyennes. Juste un tout petit mot, c'est un rapport qui est sorti il y a quelques temps par notamment le cabinet BCG et la Fondation de la mer, pour dire qu'il y a à peu près 14% des entreprises et uniquement 14% qui ont intégré l'objectif de développement durable 14 dans leur démarche RSE. Donc il y a encore beaucoup de travail pour vraiment ramener l'océan au cœur des entreprises. Mais pour revenir à ce qui nous concerne, l'océan est le plus grand écosystème de la planète. On sait tous qu'il fait un peu plus de 70% de la surface. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Pour revenir aux bases, un écosystème, c'est composé de 3 choses. C'est un environnement, en l'occurrence là, ça va être la colonne d'eau et les fonds marins. Le vivant, donc tout ce qui va y vivre, animal ou végétal. Et ce qu'on oublie souvent, ça va être les relations entre tout ça, entre les espèces entre elles, mais aussi entre les espèces et leur environnement. Donc quand on veut préserver l'océan, il faut vraiment regarder l'ensemble de ces 3 éléments. C'est un environnement qui est peu connu. Donc c'est l'obscurité à plus de 200 mètres de profondeur. Donc 11 km au plus profond, 3,8 km en moyenne. Donc pas forcément évident d'aller l'explorer. Et on le fait notamment à bord de submersibles comme celui-là, que vous devez connaître. Donc celui-là, c'est celui de James Cameron, qui allait explorer la fosse des Mariannes à 11 km de profondeur. L'océan est de manière générale bouleversé par le dérèglement climatique, au niveau de ses propriétés physiques, des différents courants. Donc c'est pour ça que je vous propose de vous challenger et de poser quelques questions sur le lien entre climat et océan. Alors, toute première question, de plusieurs réponses sont possibles. Selon vous, le renforcement de l'effet de serre, est-ce que c'est lié à l'utilisation d'énergie fossile? Est-ce que ça provoque la hausse des températures? Est-ce qu'il est causé par la montée des eaux? Ou est-ce qu'il est causé par nos émissions de CO2? Donc, plusieurs réponses sont possibles, donc je vous invite à choisir sur votre téléphone et ensuite de valider. Donc attention, j'ai mis un timing assez rapide, comme le temps est assez court, vous avez à peu près 10 secondes. Alors, donc vous avez tous pensé qu'il est causé par nos émissions de CO2, donc là on est bien, qu'il est lié à l'utilisation d'énergie fossile. Certaines personnes ont pensé qu'il était causé par la montée des eaux, et donc là c'est une mauvaise réponse, puisque la montée des eaux est une conséquence du renforcement de l'effet de serre, et il provoque bien sûr la hausse des températures. Donc c'était ça, les bonnes réponses. Je vous ai dit tout à l'heure que la fresque océane, c'est un jeu de cartes. Donc en fait, on va les retrouver ici, nos cartes. Donc une des cartes de ce jeu, de l'atelier au complet, si vous avez l'occasion et que si vous souhaitez y jouer un jour. La première carte, ça va être les activités humaines. On utilise des énergies fossiles, donc gaz, pétrole, charbon. On émet des gaz à effet de serre, dont le CO2. Ça provoque, ça renforce l'effet de serre additionnel. Et ça a donc plusieurs conséquences, dont la hausse de la température de l'air et de l'eau. Donc là, on est vraiment sur la base du dérèglement climatique. Du coup, deuxième question, quelles sont les causes de la montée des eaux? Donc plusieurs réponses sont encore possibles. Est-ce que c'est la hausse de la température de l'eau, la fonte de la banquise, la fonte des calottes glaciaires ou la fonte des glaciers? Donc petite précision, les calottes glaciaires, ce sont le Groenland et l'Antarctique. Donc là, on est sur les causes de la montée des eaux. Donc hausse de la température de l'eau, fonte de la banquise, fonte des glaciers et fonte des calottes glaciaires. Donc je vous envoie le quiz sur votre téléphone. Donc vous avez 30 secondes, c'est parti. Pour les personnes qui rejoignent, si vous avez envie de jouer en cours de route, il n'y a aucun problème, vous téléchargez Kahoot sur votre téléphone et juste vous rentrez le numéro de quiz qui est en bas du slide, 590 3908, et vous prenez le quiz en cours de route. Alors, plus que 10 secondes, donc quelles sont les causes de la montée des eaux? Donc hausse de la température de l'eau, fonte de la banquise, fonte des glaciers ou fonte des calottes glaciaires. Alors, donc vous avez répondu globalement plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a 3 bonnes réponses. Hausse de la température de l'eau, puisque quand l'eau se réchauffe, elle se dilate et donc elle prend plus de place et ça provoque la montée des eaux. Fonte des calottes glaciaires et fonte des glaciers, mais pas fonte de la banquise. Pourquoi?
Parce qu'en fait, les calottes glaciaires et les glaciers, c'est de la glace qui repose sur la croûte continentale, sur le sol. Et donc, quand ça fond, ça rajoute de l'eau dans l'océan, pour faire simple. La banquise, c'est de l'eau salée qui s'est formée en banquise. Et donc, quand elle fond, ça ne rajoute pas de l'eau, c'est le même volume. Et donc, la fonte de la banquise n'est pas la cause de la montée des eaux. Donc, si on reprend notre fameux jeu de cartes, on a nos 4 cartes. Hausse de la température de l'eau, fonte des calottes glaciaires, des glaciers et de la banquise. Et donc, on vient de voir les 3 premiers liens. Du coup, question, quelle est la conséquence de la fonte de la banquise? On pense à l'ours polaire, mais il y a bien d'autres conséquences. Alors, on va commencer par le raccrocher avec ce qu'on a vu juste avant. Donc, ça donne quelque chose comme ça, puisque l'effet de serre va provoquer tout ça. Hausse de la température de l'eau, de l'air et fonte des glaces. La montée de l'eau, on vient de la voir. Et donc, une des conséquences de la fonte de la banquise, ça va être la modification des courants marins. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la banquise se forme, le sel qui était dans l'eau, qui ne reste pas dans la glace, et du coup tombe sous la banquise. Ça alourdit l'eau qui est du coup sous la banquise, et ça fait plonger l'eau qui est du coup plus lourde, et c'est un petit peu le moteur de toute la circulation thermohaline. D'où le fait qu'une des conséquences, c'est que comme de saison en saison, la banquise se forme de moins en moins, ce moteur-là est moins alimenté, et donc ça perturbe l'ensemble des courants marins. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que citoyen, c'est déjà se sensibiliser par rapport à ça, donc j'invite tout le monde à faire une fresque du climat si vous ne l'avez pas déjà faite, faire son bilan carbone individuel pour voir où on peut agir et passer à l'action. Des grandes actions étant plus de sobriété, plus de mobilité douce, être plus végétarien, isolation de sa maison, moins de transport type avion, etc. En tant que collaborateur, inviter son entreprise à s'engager, bilan carbone, plan d'action, groupe de travail, etc. Et soutenir des actions engagées ou suivre des groupes comme le Shift Project qui est très moteur sur ce sujet-là. Donc là, on voit le climat, mais maintenant, on va rentrer dans la biodiversité marine, qui est un sujet que vous connaissez peut-être un peu moins, avec une première question basique. On parle de plancton. Alors, on a tous entendu parler de plancton, on voit à peu près ce que c'est. Et du coup, concrètement, si je vous demande le plancton, comment on peut le définir? Donc, plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que le plancton, c'est une espèce qui dérive? Est-ce que c'est une espèce de moins de 5 mm de diamètre? Est-ce que c'est animal ou végétal? Et est-ce qu'on peut dire qu'on est planctonique pour la vie? Donc là, vous avez une quinzaine de secondes pour réfléchir. Donc, est-ce que c'est une espèce qui dérive? Est-ce que ça fait moins de 5 mm de diamètre? Est-ce que ça peut être animal ou végétal? Et est-ce qu'on est planctonique pour la vie? Alors, vous avez pensé en majorité que c'est une espèce de moins de 5 mm de diamètre, puis que c'était une espèce qui dérivait. Alors en fait, la bonne réponse, c'est que c'est une espèce qui dérive, et ça peut être animal ou végétal. Animal, on va parler de zooplancton, végétal, de phytoplancton. Plancton, ça n'a rien à voir avec la taille. On peut être du plancton et faire plusieurs mètres, ça n'a pas de lien avec la taille. En revanche, plancton, en grec ancien, c'est planctos, ça veut dire qu'il dérive. Donc il faut que l'espèce dérive. Du moment où elle dérive, c'est considéré comme du plancton. Et on n'est pas forcément planctonique à vie. On peut être plancton un jour, mais pas plancton toujours. Puisqu'en fait, les larves de poissons, c'est considéré comme du plancton. Et quand ça grandit, ça devient un poisson, et ce n'est donc plus du plancton. Pour continuer sur la biodiversité marine, si je vous pose une petite question, qui est capable de ressortir son estomac de sa bouche pour digérer ses proies à l'extérieur de son corps? Vous êtes normalement en phase de digestion, donc ça devrait plutôt bien se passer. Donc une de ces espèces ressort son estomac de sa bouche, digère ses proies à l'extérieur de son corps et ensuite ravale son estomac. Donc selon vous, laquelle est-elle? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc la méduse, l'étoile de mer, le poulpe ou l'oursin? Je vous laisse répondre. Et donc non, ce n'est pas cette petite mouette qui est en train de se faire un festin d'un petit crabe. Alors, donc l'espèce, c'était l'étoile de mer. Vous l'avez trouvé en majorité, certains ont pensé que c'était l'oursin. Donc effectivement, à l'arrière de l'étoile de mer, il y a une petite bouche et elle peut digérer ses proies, qui sont plus grosses qu'elle, les remettre de façon liquide et ensuite ravaler son estomac. Et dans la catégorie des espèces incroyables, je vais maintenant vous demander quelle espèce peut être immortelle. Donc plusieurs solutions sont possibles, enfin une parmi ces 4-là. Est-ce que c'est la méduse, la tortue, le krill ou la diatomée? Donc pour précision, pour ceux qui ne connaissent pas, le krill est une petite crevette d'eau froide et la diatomée, c'est du phytoplancton. Donc l'une d'entre elles est dite immortelle. Laquelle?
je vous envoie. Hop. Ah, est-ce que j'ai... Tac, tac, tac. Mince, j'ai lancé le quiz trop tôt, excusez-moi. Alors, c'est pas grave. Donc, c'était la méduse. Je vais vous dire un mot. Tac. Donc là, je vous envoie quel est le plus grand facteur de déclin de la biodiversité marine. Donc, est-ce que c'est le dérèglement climatique, la surpêche... Ah, attendez, je vais vous le mettre. Ah, excusez-moi. La destruction des fonds marins ou la pollution? Alors, ok. Désolé, ça a été un peu vite sur celle-ci. Le plus grand facteur de déclin, vous avez pensé à égale réponse que c'était le dérèglement climatique ou la pollution, et donc la bonne réponse c'est la surpêche. En fait, l'IPBES a classé les 5 grands facteurs de déclin. En 1, c'est la surpêche, quand on regarde les espèces marines. En 2, la destruction des habitats. En 3, le dérèglement climatique. En 4, la pollution. Et en 5, les espèces invasives. Pour dire un tout petit mot sur ce que je voulais juste vous montrer tout à l'heure, parce que je suis allée un peu vite. La biodiversité marine, pour avoir des ordres d'idées, c'est entre 2 et 10 millions d'espèces. On en a identifié 240 000, donc on a encore un peu de travail. C'est un continuum d'espèces, il y en a toujours qui disparaissent, qui apparaissent, c'est normal. Le problème, c'est la vitesse à laquelle elles disparaissent aujourd'hui. Et elles s'adaptent à des conditions de vie extrêmes, ce qui fait toutes les caractéristiques assez incroyables qu'on vient de voir juste avant. Si on voulait être exact, en fait, on représenterait les espèces marines plutôt comme ça, c'est-à-dire un grand cercle. Et là, vous voulez voir, c'est un rapport du GIEC qui a sorti ça, avec les liens alimentaires entre les espèces. Vous pouvez voir que c'est un petit peu complexe. Et vous pouvez voir qu'il y a une espèce numéro 18 qui est tout en bas, en noir, c'est le petit krill. Donc c'est la crevette d'eau froide qui est en bas. Et si elle est en noir, c'est parce que toutes les espèces dépendent du krill. Et donc si elle venait à s'effondrer, ça toucherait l'ensemble des espèces. On pense souvent aux relations alimentaires, mais il y a plein d'autres relations, de symbiose, de coopération, de parasitisme. Le corail qui vit en symbiose avec son algue. Il faut voir vraiment l'ensemble des relations pour voir l'écosystème, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, on vient de le voir. Tac. Ce qu'on peut faire sur la biodiversité en tant que citoyen, se sensibiliser. Sachez qu'il y a une fresque qui s'appelle la fresque de la biodiversité, que je vous invite également à faire. Et plein d'autres ateliers de ce type. Et au quotidien, forcément, se renseigner sur tout ce qui va être problématique de déforestation, de dérèglement climatique, de pollution, etc. Comme collaborateur, c'est forcément essayer d'intégrer au mieux la biodiversité dans son activité, donc marine comme le salon qu'il y a ici, mais de manière générale, au niveau du tourisme aussi, la biodiversité dans les bâtiments, la restauration également. Donc on a pas mal de leviers en tant que collaborateur. On peut aussi soutenir des initiatives, des associations diverses et variées qui vont être sur ces sujets-là. Donc aussi on reprend notre jeu, on a vu la partie climatique, mais maintenant on va s'attaquer à la première, puisqu'on a dit que la surpêche était la première cause de déclin de la biodiversité marine. Du coup, je vous invite à reprendre votre téléphone et répondre à la première question. Quel pourcentage des stocks de poissons est mis sous pression par la pêche? 12%, 33%, 45% ou 90%? Donc 12, 33, 45 ou 90%. Donc mis en pression par la pêche au niveau mondial. Je vous donnerai les chiffres au niveau français et en Méditerranée. Et là, on parle vraiment au niveau mondial. Ok, du coup, vous êtes pas mal. La bonne réponse était 90%. En fait, là, je parle de mise sous pression. Si on parle de surexploitation, on est plutôt au niveau de 33%. Mais il y a à peu près 60% qui sont pêchés juste à la limite on va dire du maximal, et donc à la limite de pouvoir basculer. Donc ils sont actuellement sous pression, mais pas encore surpêchés. Donc quand on fait 30 plus 60, ça fait 90. Quand on regarde la Méditerranée, par exemple, la surpêche en Méditerranée, on est aux alentours de 80%. Maintenant, si je me rapproche de votre assiette et je vous pose cette question, ce saumon-là que vous voyez, il est bio. À votre avis, d'où vient-il? Vous avez envie d'acheter du poisson, vous dites « Ok, je vais acheter du poisson bio ». Mais en fait, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient de l'aquaculture, d'une rivière dont l'eau a été certifiée pour sa propreté, d'une pêcherie artisanale respectueuse de l'environnement, ou est-ce que finalement, c'est bio, mais en fait, on ne sait absolument pas d'où ça vient? Vous avez une dizaine de secondes. Donc, quel est le lien entre bio et ses différentes provenances? Aquaculture, une rivière certifiée pour sa propreté, une pêcherie artisanale respectueuse de l'environnement ou de l'aquaculture, ou c'est impossible de le savoir. Alors, vous avez répondu en majorité, et c'est souvent ce que les gens répondent, c'est impossible de le savoir. Et en fait, la bonne réponse, c'était l'aquaculture.
Si c'est bio, il faut pouvoir certifier ce que votre poisson a mangé. Pour le certifier, on ne peut que le faire en aquaculture. Donc c'est absolument impossible d'avoir un poisson sauvage et bio. On doit choisir où il est sauvage, où il est bio. Après, vous avez plein de types d'aquaculture, mais ça, c'est un autre sujet. Par rapport à la pêche, les causes de la surpêche sont multifactorielles. Le choix des engins de pêche, bien entendu, mais aussi comment ils sont utilisés, sur quelle zone, sur quel type d'espèce. Il y a des réglementations qui existent. Par exemple, on n'a plus le droit de faire la pêche à plus de 800 mètres de profondeur en Europe. On vient d'interdire la pêche électrique. En revanche, elles sont encore assez peu protectrices des écosystèmes. Il y a des enjeux et des impacts autour de l'aquaculture, puisque l'aquaculture, c'est plus de la moitié des espèces que l'on consomme aujourd'hui. On produit à peu près 180 millions de tonnes par an, et l'aquaculture représente à peu près la moitié. On vient même de dépasser la moitié. Ce qu'on peut faire en tant que citoyen, moins consommer de poissons. Et si on veut continuer à consommer, il faut juste déjà mieux les consommer. Quelque chose qu'on ignore souvent, déjà varier ces espèces. On mange toujours, en France en tout cas, du saumon, du thon, du cabillaud et des crevettes. Donc déjà essayer d'aller chercher d'autres espèces sur lesquelles il y a moins de pression est déjà un premier geste. Privilégier la pêche artisanale. Essayer autant que possible de privilégier plutôt de la pêche à la ligne, au casier, plutôt que du chalut ou du filet. Et suivre des guides de consommation de poissons. Il y en a divers et variés, de plein d'associations différentes. Je n'en ferai pas la promotion particulièrement. Mais en tout cas, vous pouvez toujours trouver votre bonheur. Il y a même des guides par zone et par région selon là où vous habitez. En tant que collaborateur, toujours penser effectivement à la restauration de sa cantine, mais aussi de tous les séminaires. Et par exemple là, sur un salon comme ça, de se dire, voilà, que vont manger les personnes, essayer d'être le plus responsable possible. Soutenir des associations, des initiatives engagées. Et aussi essayer de faire rencontrer les acteurs de la filière. Aujourd'hui, les collaborateurs et les citoyens de manière générale sont déconnectés de leur assiette et particulièrement du poisson. On voit tous à quoi ressemble un cochon, une vache, ça va, on maîtrise. En revanche, un cabillaud, un merlu, une lotte, bref, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, essayer de se reconnecter avec ça, voir en fait que le poisson, il était vivant et savoir comment il a été pêché et même mieux comprendre les engins de pêche, c'est déjà un premier pas. Si on revient à notre fameuse fresque, donc on a vu que la surpêche, c'est la première cause. Ça détruit aussi les habitats quand on fait de la pêche en eau profonde. Et l'aquaculture, c'est pointé du doigt aussi pour la surpêche, puisqu'on va pêcher des espèces en mer pour en faire de l'huile et de la farine de poisson, et des impacts sur la pollution. Malgré tout, il y a effectivement des solutions qui existent pour essayer de pêcher de manière plus durable et de faire de l'aquaculture de manière plus responsable. Typiquement, de l'aquaponie, essayer de nourrir les poissons avec des insectes, etc. Donc il y a des innovations dans ce sens-là. Si on se focalise sur la pollution maintenant, le plastique qui arrive dans l'océan, selon vous, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il se fragmente? Est-ce qu'il peut transporter des espèces invasives? Est-ce qu'il se décompose au bout de 250 ans? Est-ce qu'il doit être absolument et intégralement être nettoyé? Alors je vous laisse répondre. Plusieurs réponses sont possibles. Donc on parle beaucoup du plastique, un grand sujet de l'océan et de la pollution, même si ce n'est pas du tout l'unique source de pollution. Mais qu'est-ce qui se passe pour ce fameux plastique? Alors, est-ce qu'il se fragmente? Est-ce qu'il peut transporter des espèces invasives? Est-ce qu'il se décompose au bout de 250 ans? Ou est-ce qu'il doit être intégralement nettoyé? Alors, vous êtes pas mal. Vous avez pensé à un majoté effectivement qui se fragmentait et qui transportait des espèces invasives. Donc c'est le problème du plastique. On a souvent dit qu'il se décompose au bout de 300, 500, 1000 ans. En fait, le problème, c'est surtout qu'il se fragmente, qu'il devient tout petit, aussi petit que du plancton. Ce qui en vient à dire qu'on ne peut même plus, et ce n'est même plus forcément une bonne chose, d'intégralement nettoyer les océans, dans le sens où, si on enlevait tous les microplastiques, on enlèverait aussi tout le plancton. Donc le sujet, c'est vraiment de couper à la source. Après, bien sûr, tout le plastique qu'on peut enlever, c'est toujours une bonne chose, mais il faut le faire avec précaution et en comprenant vraiment la problématique. Et il peut également transporter des espèces invasives, puisqu'en fait, il se comporte comme des tout petits radeaux sur lesquels des petits organismes vont s'accrocher et vont dériver à des milliers de kilomètres de là. Maintenant, quand vous lancez une machine à laver, à votre avis, quelles sont les sources de pollution pour l'océan? Donc, pollution biologique, microplastique, chimique, ou aucune si vous ne lavez jamais vos vêtements. Du coup, là, vous êtes pas mal. Donc, plusieurs types de pollution. Quand on lance une machine à laver, ce qu'on fait tous, biologique, microplastique, chimique ou aucune pollution si vous ne lavez jamais vos vêtements. Vous avez une dizaine de 10 secondes pour répondre et on ne dénoncera personne qui ne lave pas ses vêtements.
Alors, vous avez pensé en majorité que c'était de la pollution chimique. En fait, il y a deux types de pollution. Chimique et microplastique. Chimique, bon ça va, c'est la lessive. Et microplastique, en fait, c'est toutes les fibres synthétiques de nos vêtements qui partent dans la machine à laver. Les experts maintenant s'accordent à dire que les deux plus grandes sources de pollution de l'océan au niveau plastique, ça va être les fibres synthétiques de nos vêtements et la pollution liée à la poussière des pneus de nos voitures ou au frottement des plaquettes de frein. Donc en fait, on pense souvent aux sacs plastiques, aux bouteilles, etc. En fait, ces deux pollutions sont très présentes dans l'océan et en viennent à être les plus importantes. Alors, pour info, en tête, nous avons Kev et Florent qui masterisent le quiz. Un petit mot sur la pollution. Donc, 3 types de pollution. Le problématique des stations d'épuration, c'est que tout ne se nettoie pas. Elles font un très grand boulot, mais elles ne peuvent pas tout faire non plus. Il y a des types de pollution comme les micropolluants qui sont très compliqués et toute la pollution chimique est très compliquée aussi à nettoyer. Donc là, il y a un enjeu par rapport à ça. Et maintenant, tout le monde s'accorde à dire pour que 80% de la pollution en mer vient de l'intérieur des terres. Donc on peut tous faire quelque chose, même si on est loin des côtes. Je vous ai juste mis cette infographie que je trouve assez intéressante sur les différents types de pollution. 27% qui proviendraient des matériaux de pêche, 49% des plastiques à usage unique, 18% des déchets autres et 6% des autres plastiques. C'est une infographie de la Commission européenne. Ce qu'on peut faire en tant que citoyen, la fameuse règle des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre. Donc intégrer ça dans sa vie au quotidien, ou en tout cas cibler ça. En tant que collaborateur, forcément le zéro déchet. En tout cas limiter ça sur les événements, sur la production du quotidien et aussi sur tous les impacts sur le monde marin quand on a une activité qui a un lien direct avec l'océan. Soutenir des initiatives externes, des associations et aussi organiser des ramassages de déchets qui peut être justement organisé en duo avec des ateliers comme la fresque océane. Le matin, une fresque océane, comme ça on comprend la problématique, et l'après-midi, on ramasse les déchets pour passer à l'action suite à l'atelier. Ou également tout simplement des visites de centres de tri qui fonctionnent très bien et qui permettent de vraiment se rendre compte de ce qui se passe une fois qu'on a jeté les choses dans la poubelle. Donc on a vu que le plastique, pollution et espèces invasives. Et finalement, les fibres synthétiques, pollution bien entendu, mais aussi espèces invasives, puisque les fibres synthétiques se comportent aussi comme des petits radeaux. On va passer à une partie que vous connaissez probablement beaucoup mieux. Industrie maritime. Alors, première question, quel est le pourcentage de marchandises transportées par voie maritime? Normalement, on devrait avoir un tout bon. 60, 70%, 80 ou 90%. Je vois que ça répond assez vite. Donc, transport de marchandises, on est grosso modo... Hop, je vous laisse valider. Donc, par les conteneurs et les porte-conteneurs, comme vous pouvez voir là en photo. Ok, donc sans surprise, vous avez trouvé en majorité la bonne réponse, qui était de 90%. Donc, qui transite par des porte-conteneurs. Donc, tout ce que vous achetez est passé probablement à un moment ou à un autre de son cycle de vie sur un porte-conteneur comme celui-ci. Ce qui fait aussi que quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre et quand on rapporte ça à la tonne de marchandises transportées, ça fait qu'il est préférable au niveau juste climatique de transporter sur un gros porte-conteneur que par avion. En revanche, il y a bien d'autres types d'impacts du transport de marchandises, ce qui permet d'avoir la vue globale. Deuxième question, quel est le pourcentage de pétrole et de gaz provenant des fonds marins? Est-ce qu'on est à 10%, 20%, 30% ou 50%? Donc là, on est sur de l'extraction offshore, 10, 20, 30, 50. Donc je vous laisse deviner. Donc on parle bien au niveau mondial pour l'ensemble de ces chiffres. Alors, donc la bonne réponse était un tiers, donc 30%, qui vient effectivement de ces extractions offshore. Donc quelques chiffres que vous connaissez probablement déjà. Donc les porte-conteneurs, donc c'est grosso modo, on va dire entre 25 000 et 30 000 conteneurs qui vont sortir, plus de 700 millions de conteneurs qui sont transportés par an. L'extraction de matières premières diverses et variées, pétrole, gaz, sable, sel et bien d'autres. Donc tous les sujets de prospection et d'extraction, on pense souvent à l'extraction, mais aussi toute la phase de prospection, qui
peuvent avoir des impacts divers, pollution de l'air, hydrocarbures, pollution sonore, perte de conteneurs et espèces invasives. Ensuite, il y a des solutions qui existent, des innovations, et on en a aussi présenté aujourd'hui pour justement essayer de diminuer ces impacts. Donc aussi bien au niveau des nouveaux carburants, des filtres pour la pollution sonore, comment essayer de la réduire, de faire en sorte de limiter les pertes de conteneurs ou de mieux nettoyer, par exemple, les eaux de ballast pour limiter la prolifération d'espèces invasives. Au niveau des actions, en tant que consommateur, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de consommer plutôt local, de favoriser le tourisme responsable et d'éviter tout ce qui va être croisière. En tant que collaborateur, on peut essayer d'impulser ça dans notre entreprise, de soutenir des initiatives, tout ce qui va être transport à la voile, et on en a aujourd'hui, de favoriser tout ce qui est circuit court, donc transport à la voile, et de mieux faire connaître aussi les énergies marines renouvelables, et de justement d'amener le débat sur ces sujets-là, pour pouvoir mieux expliquer et apporter une meilleure compréhension sur ces sujets. Ça nous permet de compléter la fresque océane avec le transport de marchandises et les extractions de matières premières qui ont des liens avec la destruction des habitats, le climat et la pollution. Ça vous donne un aperçu de la fresque océane on va dire en mini, c'est une vingtaine de cartes. Normalement, c'est 100 cartes. Donc, on va beaucoup plus détailler chaque partie et surtout sur chaque phase, on va demander aux personnes, aux participants, de réfléchir ensemble à des actions, des solutions et des innovations. L'idée, c'est pas juste de dire on ne touche pas à l'océan et en gros, on fait que des impacts. Il faut aller plus loin. Donc, en fait, les participants vont réfléchir collectivement pour partager tout ce qu'ils peuvent faire par rapport à tout ça, tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'ils pourraient faire émerger à titre individuel ou collectif. Si on regarde l'avenir, il y a 4 grands enjeux que je vous ai mis ici. Se nourrir avec un enjeu au niveau de l'alimentation. Sachez qu'on est à peu près à 20 kg de poissons par an par personne dans le monde. La France, on est à 35. Donc on est plutôt des gros consommateurs de poissons. Donc on a un rôle à jouer. La dépendance énergétique, avec bien sûr la position des énergies marines renouvelables. Le transport, comment transporter différemment, transporter à la voile ou transporter avec d'autres systèmes pour notamment économiser du carbone et limiter les gaz à effet de serre et les autres pollutions, oxyde de soufre, oxyde d'azote. Et aussi le point sur l'eau et l'eau douce, bien entendu, puisqu'il y a véritablement un enjeu sur les ressources en eau douce, avec notamment le dérèglement climatique qui va toucher à ces ressources-là. Et également l'eau douce pour tout ce qui va être agriculture. Maintenant, si on passe à l'action, une petite question, on arrive à la fin du quiz. Si je vous demande comment vous vous sentez, si vous avez un mot que vous voulez partager sur tout ça, sur ce que ça vous évoque, je vous laisse saisir en un mot votre ressenti ou ce que vous avez envie de partager. Et je vous laisse valider pour faire un tour d'horizon. Alors, je vais vous partager quelques réponses, pas toutes, mais je vais vous en donner certaines. Alors, en gros, dans ce que vous avez dit, on a surtout le côté défi, challenge, se dire qu'il y a du travail, des choses à faire, une certaine anxiété écologique, quelque chose qui est effectivement souvent partagé. Donc, le but, c'est justement de ne pas s'arrêter au constat, c'est ce que je disais juste avant, c'est de travailler sur ce qu'on peut faire. Donc selon les niveaux, selon si on va faire un atelier citoyen ou dans une entreprise, dans une école ou une collectivité, on ne va pas le travailler de la même manière. Mais grosso modo, ça revient à ça, de se dire qu'il y a des faibles impacts et grands impacts, ce qui demande peu d'efforts et beaucoup d'efforts. D'essayer de cartographier ça selon là où on est. Donc c'est très subjectif, là l'exemple n'est absolument pas à prendre en tant que tel. Ça va dépendre de ce que vous faites comme entreprise ou comment vous vous positionnez comme individu. Et de se dire qu'est-ce qui a peu ou beaucoup d'impact et qu'est-ce qui me demande peu ou beaucoup d'efforts. Et du coup, on ne va pas se fatiguer. On va commencer par ce qui a beaucoup d'impact et ne nous demande pas trop d'efforts. On va essayer d'éviter autant que possible de mettre trop d'énergie dans ce qui a peu d'impact et nous demande beaucoup d'efforts. Et ensuite, on va voir au niveau de la zone grise. Donc ça, c'est une sorte d'équivalent de bilan carbone à faire par rapport à nos impacts sur l'océan pour voir. Et là, c'est très à faire au cas par cas pour analyser un peu tout ça et ensuite le travailler avec votre structure. Et donc là, une petite question pour terminer par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a une action, quelque chose que vous voudriez faire, que vous allez ou renforcer ou faire à partir d'aujourd'hui ou que vous aimeriez partager comme action par rapport à tout ça? Donc aussi bien les différents sujets de poissons, de pêche, de biodiversité, de climat. Je vous laisse saisir votre réponse
et la valider. Je partagerai quelques-unes. Et donc ça, quand on fait une fresque océane, notamment dans une entreprise avec un grand pool de collaborateurs, ça permet à la fin de garder, de conserver un peu les différentes directions dans lesquelles les collaborateurs ont plutôt envie d'aller et de pouvoir ensuite le retravailler de manière collective. Je laisse saisir et valider. On peut voir que les actions sont larges, ça peut être individuel, collectif, ou juste quelque chose que vous avez envie de renforcer. Alors, je vais vous partager les différentes réponses. Je vais en mettre certaines. Donc, moins manger de poisson, bannir le plastique, diminuer le poisson, sensibiliser tous les types de publics sur les menaces de solutions de l'océan. Tac. Et challenger mon entreprise. Alors, pour finir, je vais quand même vous dire qui est arrivé en tête. Alors, en numéro 3, nous avons Florent. En numéro 2, nous avons Kev, et qui a fait une remontée. En numéro 1, nous avons Gecko. Donc bravo pour votre podium. Ce que j'espère, c'est que, en tout cas, si vous n'en êtes pas déjà convaincu, vous allez voir qu'en fait, on vit tous au bord de l'océan. On a tous un impact. Même si on est une entreprise qui n'a pas de lien avec l'océan, on en a un. Et encore plus celles qui sont là aujourd'hui, qui ont un lien assez direct avec ces écosystèmes. Et de se dire que justement, on peut travailler dans un des cœurs de métier, que ce soit le transport maritime, les éoliennes, mais pour autant avoir un intérêt dans la vue globale et d'aborder des thématiques qui ne sont pas forcément en lien direct avec notre cœur de métier, mais qui sont en lien avec les fameux écosystèmes avec lesquels on est. Pour terminer, avec un tout petit mot sur la fresque océane, vous dire qu'on a un projet, une association qui a été labellisée par la France en transition cette année. Donc c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on a fait des ateliers cette semaine. Et qu'on est sélectionné parmi les 5 associations à avoir été sélectionnées pour le prix des innovations maritimes qui aura lieu à Lorient. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous soutenir. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir près de 3000 participants. On est 35 animateurs dans toute la France. Et donc on se déplace pour faire des ateliers dans différents types d'organismes. On a un site web, donc n'hésitez pas à y aller, regarder, nous écrire si vous avez besoin de plus d'informations. Donc là, c'est un format court. Je vous invite vraiment à découvrir le format avec des cartes. On est au fond, si vous avez des questions, au fond à gauche, avec Guillaume, qui est un autre animateur. Donc n'hésitez pas à venir voir à quoi ressemble vraiment le jeu de cartes. Tester aussi, on vous propose de jouer en direct. Et si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie. Si vous avez des questions, merci.